Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le colloque, un colloque bien spécial. Cette semaine, on reçoit le professeur Louise Poirier, qui n'est pas une chercheure en mathématiques, elle est chercheure en éducation. Et elle va nous parler de ses travaux en éducation et qui nous concernent tous parce qu'ils sont liés à la relève en mathématiques au Québec. Euh, donc, Louise Poirier a eu un doctorat en éducation en 1992 et ensuite, elle a œuvré au sein de la faculté de didactique à l'Université de Montréal, où elle a été doyenne de 2010 à 2018. En particulier, là, elle a fait des choses exceptionnelles que je ne vais pas lister parce qu'elle va en parler dans son exposé. Mais cette année est une grande année pour elle. Elle a été nommée à l'Ordre d'excellence de l'éducation du Québec. Et puis, tout récemment, très récemment même, la semaine dernière, je crois, elle a reçu le prix Abel Gauthier de la personnalité de l'année par l'Association mathématique du Québec. Alors, c'est un honneur pour nous de la recevoir ici aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais lui passer la parole pour qu'elle nous présente ses travaux. À toi, Louise. Merci, c'est vraiment un honneur et un privilège pour moi de vous parler aujourd'hui. Comme Alexandre l'a dit, je viens du monde de la psychologie, de l'éducation et surtout de la didactique des mathématiques. Alors, j'ai surtout parlé à des auditoires de pédagogues et de didacticiens, moins souvent à des auditoires de mathématiciens. Alors, c'est un honneur pour moi. Je vais faire ma présentation en français et en anglais. So my presentation will be both in French and English. The slides will be in the two languages. Si vous avez des questions en cours de route, d'éclaircissement, n'hésitez pas à m'interrompre et poser la question. So if you have any questions, to clarify things during my presentation, do not hesitate to interrupt me and ask the question. J'ai volé le titre de la présentation à Denis Gudge, qui était mathématicien, romancier français. Les mathématiques ont une histoire et une géographie, mais j'aurais pu aussi voler son autre titre qui sont « Rendons les mathématiques aimables ». Et là, j'ai un problème. Bon. On parle beaucoup de diversité, d'inclusion ces jours-ci. Ça pose beaucoup de questions en mathématiques et je vais poser les questions à mon niveau, c'est-à-dire davantage à l'école. L'école, et pour moi, plus particulièrement l'école primaire. Comment amener plus de filles à s'intéresser aux mathématiques? Comment aider les élèves de milieux défavorisés à mieux réussir en mathématiques? Et les élèves présentant des difficultés d'apprentissage, comment enseigner les maths en français aux élèves issus de l'immigration récente dont le français n'est pas la langue maternelle, ni même la langue seconde. Souvent, les élèves dans les classes d'accueil à Montréal, le français, c'est leur troisième langue. J'ai tenté d'apporter des éléments de réponse à ces questions tout au long de ma carrière. J'ai travaillé avec des élèves présentant une difficulté intellectuelle moyenne de qui on disait qu'ils ne pouvaient pas faire de maths et avec qui on a fait des choses que la littérature disait que ce n'était pas possible. Avec des élèves de milieux défavorisés, avec des élèves de classe d'accueil. Mais ce qui m'a le plus marqué, l'expérience qui m'a le plus marqué, dont je vais vous parler entre autres aujourd'hui, c'est la collaboration avec la communauté inuit du Nunavik. Si vous voulez lire un peu plus sur les mathématiques inuites, j'ai mis un lien pour un article sur le sujet. In the spring of 2000, the Inuit community of Nunavik, Nunavik is the northern part of Quebec, and the Kativik School Board were pondering about the difficulties their students had in mathematics, how to explain these difficulties, and especially what actions to take to help those students in their studies in mathematics. Il faut dire que les enfants inuits vont à l'école en maternelle, première année, deuxième année, en inuktitut, et ensuite ils passent en français ou en anglais en troisième année.
Inuit children go to school and they learn mathematics in Inuktitut, their language, in kindergarten, first and second grade, and then they switch to either French or English. So they're learning math in a second language as of third grade. Le but du projet était de développer des méthodes d'enseignement des mathématiques culturellement justes, c'est-à-dire adaptées au contexte inuit. Mais cela posait notamment des questions méthodologiques. Je ne suis pas Inuk. As you can see, I'm not Inuit. And to work on mathematics and how to teach mathematics to Inuit children when you are not yourself Inuit posed some difficulties. And the answer was a type of research, collaborative research. Lorsqu'un chercheur développe des activités d'enseignement, la question de la validité de ces activités pour le milieu est soulevée. Il n'est pas rare de voir les enseignants apporter des changements à ces activités, changements basés sur leur contexte d'enseignement, leurs expériences et leur conception. Ces modifications faites par les enseignants peuvent apporter aussi des changements aux situations initiales, à tel point que le chercheur ne reconnaît pas son travail, ne reconnaît pas les situations qu'il a proposées. De plus, les enseignants peuvent éprouver des difficultés à reproduire les situations telles que pensées par les chercheurs. Et tout ça me paraissait particulièrement vrai pour la situation inuite. Il me semblait essentiel d'avoir une triple entrée sur les situations d'enseignement, c'est-à-dire le savoir d'expérience des enseignants qui enseignent au quotidien aux élèves au Nunavik, la connaissance de la culture inuite et ce que moi je pouvais apporter, les savoirs didactiques, comment les enfants apprennent les mathématiques. Et la réponse, ça a été la recherche collaborative. The following diagram that you see there shows how our collaborative model emphasizes two aspects in particular, research and training, and the contributions expected from this research for both Inuit and research communities. So the project was to develop learning situations adapted to Inuit children aged 5 to 8. Those children that would learn mathematics in Inuktitut. Alors, le projet s'intéressait à l'apprentissage des maths des élèves de 5 à 8 ans, les élèves qui apprennent les maths en Inuktitut. So for the teacher training, it was the study for the teachers, the study of mathematics concepts and the analysis of learning situations and their trial in the classroom. And for the researcher, analysis of the activities, analysis of the development process of those activities when are involved Inuit teachers, the researcher, and the elders for the cultural aspects of things, and a better knowledge of Inuit mathematics. And I will say a few words about that later on. And the fallouts for the Inuit community, teaching activities for the teachers and the parents, teacher training, implementation of a different type of research, collaborative research, which is not a research on the Inuit teachers or a research by the Inuit teachers, but a research with the Inuit teachers. And the fallouts for the research community, contribution to the field of didactique, and contribution to the field of ethnomathematics. Alors, un petit peu de mathématiques inuit. La langue inuit, l'Inuktitut, n'a pas de mot traditionnellement pour un, n'a pas de mot traditionnellement pour deux. Ça commençait à 3, plusieurs. Parce que dans la langue inuit, quand on veut dire une personne, on va dire Inuk, 2 personnes Inuuk, 3 et plus Inuit. Et c'est à partir de 3 qu'on avait besoin d'avoir un mot pour désigner la quantité.
The language Inuktitut traditionally does not have a word for one or for two. If you want to speak about one person, it is Inuk, two, it is Inuk, and three or more, it's Inuit. So they had words for numbers from 3 and up. So they chose for one atausik, which means indivisible. Alors, le mot pour un, atausik, indivisible, plus petite partie. Intéressant, j'aurais aimé pousser davantage la recherche pour voir comment les enfants comprennent les fractions si 1 est la plus petite partie, la partie indivisible. Pinyasut, Sitamat, Talimat, 5. The word Talimat comes from the arm. Pinyasurjutut, there are many threes. I won't read my Inuktitut is not good enough to pronounce correctly 7, but 7 means they are not exactly many fours, because 8, they are many fours. 9, they are not exactly 10. And 10 means the top, le haut pour 10. And then they go on, Rilu, Atausirlu, and 10 and 1, and 10 and 2. And then at 20, the limbs or the man is complete. And if we go down at 400, Avati Marit, the real 20s. The Inuit do not have a base 10 numeral system, it's a base 20 numeral system. There is a change at 20 and there is a change at 400. And if you look at the number 146, you can appreciate how long it takes to say that number. Alors, les Inuits avaient traditionnellement une base 20, tout comme les Mayas et les Aztèques, et non pas une base 10. Et les enfants qui apprennent en Inuktitut apprennent inconsciemment une base 20 et ensuite, en troisième année, passent en français ou en anglais avec une base 10 qui peut poser problème. C'est une langue essentiellement orale. Alors, pour dire le nombre 3, il y aura différentes façons selon le contexte. Since it's an oral language, to have the other to understand you, they will use different ways of saying 3 depending on the context. 3 à l'intérieur, pinyasutalik. 3 objets comme ça, pinyasut. Des groupes de 3. Le chiffre 3, and because they really do enjoy playing cards or dice, pattern of 3 and card 3. Encore une fois, la carte à jouer, parce qu'ils aiment beaucoup jouer, a une autre façon de dire, mais toujours avec pinyasulik. Alors, juste quelques petits exemples de mots qu'ils utilisent pour certains concepts mathématiques, mais qui parfois pourraient peut-être poser des difficultés. Sikitak is a square, and a cube is Sikitak Kuluk, and it translates as many small squares. If you go to si on va au triangle isocèle, la traduction de triangle isocèle, 2 côtés qui ont en face un côté allongé. Ça ne décrit pas tous les triangles isocèles. Et un mot que j'aime beaucoup, c'est la ligne droite qui est la ligne adoptée. The straight line, if you translate the word they are using, means the adopted line. And if you think of the environment up north, they don't have straight lines, they have curved. The horizon is curved, the igloos were curved. So
ligne droite, la ligne adoptée, parce qu'ils n'ont pas de ligne droite dans leur environnement, ce sont des courbes. Les Inuits ont développé des représentations spatiales extraordinaires parce que dans leur environnement, à moins 60, on n'a aucun intérêt à se perdre. Il faut être capable de s'orienter et ils le font de manière extraordinaire. Et ce qu'ils ont développé pour s'orienter, c'est les Inukshuk. Alors, Inuk, c'est une personne, Shuk en forme de, Inukshuk qui a la forme d'une personne. Et les Inukshuk vont aider les voyageurs à se repérer. Ils sont immenses, on les voit de très loin. Et de la manière dont les pierres sont amoncelées, il y a un message. Par exemple, il y a une belle rivière à saumon ou encore, attention, il y a un ravin. L'Inukshuk peut servir aussi de refuge aux chasseurs quand il est pris dans le blizzard. Alors, voici un Inukshuk que j'ai photographié dans le Grand Nord. Je m'interrogeais sur leur calendrier. Est-ce qu'il est lunaire? Est-ce qu'il est solaire? Et on m'avait appris qu'on ne pose pas une question aux Inuits si on pense qu'ils ne savent pas la réponse. Alors, j'ai demandé aux femmes Inuits, avez-vous un calendrier traditionnel? Elles me disent oui. Vous avez des mois? Elles me disent oui. Et combien de mois vous avez? 12 mois. Et est-ce qu'ils ont le même nombre de jours, vos mois? Et elles me répondent oui. I was wondering about the traditional calendar that the Inuit used. And I asked them if they had months, and they told me yes. And how many days there are in a month? Do they vary? They told me yes. And I asked them what's the name of September. I was born in September, and the name of September is when the caribou's antlers lose their velvet. Alors, le mois de septembre où je suis née, c'est le mois où les bois du caribou perdent leur velours. Et j'ai demandé aux femmes combien de jours dans le mois de septembre, et elles m'ont dit, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ben, ça dépend de combien de temps ça prend au bois du caribou pour perdre son velours. So I asked them how many days in September, and they told me it depends. It depends on what? And they told me, well, it depends on how long it takes for the caribou's antlers to lose their velvet. So their traditional calendar is neither solar or lunar. It depends on it's a seasonal calendar. So all these things forge your way of looking at things. And when you switch in French or in English into mathematics, well, they already have their own ideas of mathematics in Inuktitut. So we worked with the teachers to develop activities that were embedded on their culture and that would take into account their mathematics and take them to how they say that, the Southern mathematics. Alors, on a développé des activités pour faire le pont entre leurs mathématiques et les mathématiques du Sud. Alors, voilà un exemple où on a un petit bonhomme, quand il est souriant, c'est qu'il est complet. L'homme est complet, c'est 20. Et on demandait aux enfants d'écrire la quantité et de dire le nom de la quantité qui était illustrée. Ou encore, partant d'un contexte, quand on passait en français ou en anglais, les mathématiques en langue seconde, dans cet exercice, les enfants devaient mettre le bon nombre au bon endroit et ensuite poser une question
qui allait avec ce qu'ils voyaient et les autres élèves devaient résoudre le petit problème, résoudre la question. Alors, on a travaillé sur des activités qui étaient culturellement justes. We worked on activities that were culturally fair. I don't know if we can say that like that, but that's what we aim to do. Mes divers projets, donc, se sont intéressés à l'apprentissage mathématique d'élèves provenant de cultures différentes de la culture dominante. Par culture différente, nous entendons autant les élèves qui viennent de communautés culturelles différentes de la nôtre que des élèves provenant de milieux défavorisés, ici à Montréal, de culture francophone, mais où la culture de la famille peut être différente de la culture véhiculée par l'école. Quelles leçons tirer de tout cela? La motivation joue un rôle fondamental dans l'apprentissage. Ginsberg déjà disait que si certains élèves ne réussissent pas à l'école, c'est qu'ils ne perçoivent pas de bénéfices sociaux ou économiques. En d'autres mots, la culture de l'école est éloignée de celle de la famille. Il semblerait alors que pour ces élèves, deux mondes séparés et distincts cohabitent, le monde de la vie quotidienne et le monde de l'école. So for those children, two distinct universes coexist, the world of everyday and the world of school, and mathematics is part of the world of school and has nothing to do with everyday life for those children. Especially true in Nunavik, but also in other places where I've worked. Several of my projects have the main objective of developing mathematical activities that will serve as cultural interfaces between family culture and school culture. Teaching activities that would be culturally fair in order to create the bridge between the culture of the family and the culture of the school. Et je vais vous donner quelques exemples. Voici une classe du primaire à Dakar, au Sénégal, où on a réintroduit le jeu traditionnel Wouré. Et comme ils n'avaient pas de tableau blanc interactif, pas de manuel, l'enseignante avait fait un grand jeu sur une plaque de styromousse. Comme ça, tous les élèves, et ils sont très nombreux dans la classe, pouvaient voir ce qui se passait. This is the reintroduction of a traditional game, Wouré. It's also called Mancala, Awele. In Haiti, it's called Kai, and l'UNESCO a déclaré que c'était le jeu le plus intéressant de tous les temps. Voilà une enseignante dans une classe de première année à Sidi Ifni au Maroc, tout près du désert du Sahara, partant d'un contexte de la région, c'est-à-dire les chèvres qui grimpent dans les arganiers pour manger les fruits, a développé un jeu d'addition où les chèvres en carton devaient monter et c'était la première chèvre qui se rendait en haut qui gagnait le jeu, mais c'était un jeu qui faisait appel à l'addition en première année, mais en se tournant vers la culture, vers l'environnement. Je donne aussi des ateliers à Montréal, des ateliers parents-enfants où les parents sont invités dans la classe et où je présente un jeu traditionnel. J'essaie de trouver des jeux traditionnels qui viennent de leur culture et je présente l'histoire et la géographie du jeu, les règles du jeu et ensuite parents et enfants jouent au jeu. Alors ici, on voit un jeu égyptien de l'Égypte antique. Et on voit qu'il y a du comptage qui se passe parce que les doigts sont levés, on compte sur nos doigts, on est en maternelle. This is a kindergarten classroom for parent-children workshop using traditional games. And you can see on the picture that there are a lot of counting going on. We're in kindergarten.
J'avais essayé ces jeux traditionnels avec des enseignants et des classes de milieux défavorisés et les enfants, durant la fin de semaine, reproduisaient les jeux parce que ces jeux demandent à peu près rien comme matériel, des fèves de limas puis du carton. Et plusieurs enfants nous sont revenus, surtout des garçons, le lundi en disant « Papa a joué avec moi pour la première fois de ma vie », ce qui n'est pas banal. Le taux d'absentéisme dans ces classes a chuté parce qu'on ne disait pas aux enfants quand on était pour jouer. Et surtout, les élèves faibles en mathématiques se sont souvent avérés les meilleurs dans les jeux de stratégie. C'est-à-dire que ces enfants-là avaient développé des stratégies d'anticipation, des stratégies intéressantes pour la résolution de problèmes, mais ne voyaient pas la pertinence de ces stratégies pour résoudre des problèmes mathématiques à l'école. Et là, c'est à nous, les adultes, à faire ce pont entre les stratégies informelles qu'ils ont développées et les stratégies utiles à la résolution de problèmes. J'ai développé aussi 5 capsules vidéo qui sont sur le site YouTube du CRM où je présente ces jeux traditionnels, mais aussi qui ont un aspect mathématique où on peut se servir de ces jeux pour enseigner les maths. Quelles leçons tirer de tout cela? These various projects all have in common a concern for the recognition of and là je manque, I don't see the word, of the culture of students and teachers. The knowledge that the teacher may have of the cultural, linguistic, and mathematics backgrounds of his students can go a long way in establishing bonds with them in order to motivate them to succeed. But it's not only that. It should be remembered that the importance of learning more about the students' cultural, linguistic, mathematical practice goes beyond motivation. It helps the teacher who wants to make connections between the mathematical content he is trying to teach them and what his students already know. It shows also respect to the child's culture, and it shows also that every culture has participated in the building of mathematics. Alors, la question demeure toujours, comment rendre les mathématiques aimables? Comment les soutenir? Comment promouvoir les mathématiques, et ce, de la petite enfance jusqu'à l'université? Et c'est ici qu'entre en jeu le projet En avant maths. Le projet En avant maths qui va faire l'objet de la deuxième partie de ma présentation, si je suis encore dans les temps. Oui. En avant maths, c'est une initiative nationale lancée en 2011 par le Centre de recherche mathématique sous l'impulsion de Luc Vinet, qui en était alors le directeur, et le Cyrano. Et nous avons obtenu une subvention d'1 million de dollars accordée par le ministère des Finances pour coordonner les efforts et proposer une stratégie pour favoriser l'augmentation du nombre de diplômés dans les STEM, et particulièrement en mathématiques, pour assurer une main-d'œuvre hautement qualifiée en maths et dans d'autres domaines connexes. C'est une préoccupation importante du gouvernement du Québec. En avant maths est aussi une initiative pour amorcer sur la scène nationale la valorisation et la promotion des mathématiques de la petite enfance, même avant le préscolaire, jusqu'à l'université, en passant par le grand public. Et dans ce projet En avant maths, nous avons fait plusieurs études, et il y en a une dont j'aimerais vous parler, qui était de faire le portrait des étudiants au Québec, les étudiants en mathématiques.
one of the projects we did with En Avant Math was to get a better picture of the situation of students in mathematics at the university level. Who are they? Where are they from? Alors, les données que je vais vous montrer, ce sont des données agglomérées. Ce ne sont pas par université, mais les universités francophones et anglophones du Québec. Et ces données nous viennent du Bureau de la coopération interuniversitaire, l'ancien, qui était avant la CREPUC. Ce premier tableau, par contre, nous vient du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et on voit qu'avec les années, le pourcentage d'emplois hautement qualifiés va augmenter, alors que le pourcentage d'emplois peu qualifiés va diminuer. Et quand on parle d'emplois hautement qualifiés, quand on regarde la liste que nous fournit le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ce sont des emplois qui font appel aux mathématiques. Alors, il y a un besoin de former des gens en mathématiques, des gens hautement qualifiés pour pouvoir répondre à ces besoins d'emploi hautement qualifiés. Le nombre des inscrits en mathématiques au Québec selon le niveau du programme. So the blue line shows you altogether the number of students enrolled in mathematics departments in the province of Quebec, either French or English universities. Orange, bachelor's degree. Gray is a master's degree, and the yellow one, the bottom one, is PhD degrees. The only degrees that seems to be going up is PhD, but you can see a tendency from the last 2017, 18, and 19, there is a drop there. Je n'ai pas les données plus récentes. On va refaire ce genre d'analyse aux 3 ans pour voir si les tendances se renversent ou si ça se poursuit. I don't have more recent data. The data that I have, the most recent is 2019. Maybe in your university, it's not the same. Dans votre université, c'est peut-être pas la même chose. Ça, c'est toutes les universités mises ensemble. Louise, est-ce que je peux t'interrompre? Bien sûr. Question? Oui. L'augmentation au niveau universitaire, est-ce que ce n'est pas tout simplement dû aux étudiants étrangers qui ne sont pas là pour le bac, mais qui sont là pour le doctorat? J'y arrive. Ah, OK. On va voir où ils sont, les étudiants étrangers. Est-ce qu'ils sont en maths ou ils ne le sont pas? Et je vais vous montrer où sont les filles. OK. C'est des aspects importants aussi. Alors, j'y arrive. Alors, qui sont ces étudiants? Les 2 tableaux qui suivent présentent le portrait des étudiants inscrits dans les universités. Alors, pour répondre à la question, le bleu, c'est les citoyens canadiens. Le vert, alors, the blue line is the Canadian citizens. The green line is the students from other countries, and the black line is the students who have their permanent residency. Alors, ils ne sont pas beaucoup là, les étudiants étrangers, de façon agglomérée, là. Puis-je poser une petite question? Bien sûr. Parce que, en fait, moi, je connais des étudiants français qui viennent en programme d'échange. Mm-hmm. Ils ne semblent pas dans ce tableau parce que le nombre que je connais est supérieur à ce que tu mets. Alors, peut-être qu'ils ne sont pas dans le tableau, peut-être qu'ils sont... alors, ça, ce sont les données que le BCI nous donne. Par exemple, on n'a pas les étudiants d'immigration de première génération.
Et là, moi, je parle des étudiants qui sont inscrits dans un programme en France de manière permanente et qui viennent un semestre ou une année. Non, ils n'apparaîtront pas. Ah, voilà. Parce qu'ils qu'il y en a beaucoup inscrits. de ce côté-là, dans des programmes beaucoup liés aux mathématiques ou aux sciences. Oui, non. Là, je parle que des étudiants en maths. D'ailleurs, en sciences, le portrait est différent. Mais ces étudiants-là, puisqu'ils sont inscrits en France, ne rentrent pas dans les données du BCI. D'accord, merci. Voilà. J'aurais une autre petite question, si je peux me permettre. Quand vous dites seulement les étudiants en mathématiques, est-ce que ça inclut aussi la statistique? Parce que des fois, c'est... Oui. On les a inclus dans ça. Alors, si on fractionne garçons-filles, the yellow line is the men, Canadian men, the blue line, Canadian women, and then the 4 lines are all together at the bottom. The students from other countries, whether they are men or women, and the students who have their permanent residency, whether female or male. Je suis encore une fois, moi aussi, surpris ici, parce que je connais des étudiantes françaises inscrites chez nous, et puis en nombre, moi, je les connais en nombre plus grand que ce que je vois là. Et ça, ce sont des données d'il y a déjà 2 ans. On n'a pas les je vois bien les années. Je parle d'années qui sont incluses dans ces années-là. Alors là, ce qui peut expliquer aussi, et ça, on ne peut pas aller questionner chaque étudiant, c'est est-ce que les étudiants déclarent? Ils ont une déclaration à faire. Est-ce qu'ils déclarent qu'ils viennent d'ailleurs, d'ici? Ça, on ne peut pas contrôler ça. Moi, je vous donne les données que le BCI nous donne, le Bureau de coopération interuniversitaire nous donne par rapport aux étudiants. Alors, les 2 tableaux, et je me fie aux données du BCI, montrent que la très grande majorité des inscrits sont de citoyenneté canadienne et ce sont des hommes. Qu'en est-il des femmes en sciences mathématiques et dans les autres sciences? Voilà, en bleu, ce sont les filles, en orange, les garçons, mais on voit que le taux de féminité est en train de remonter. Elles sont plus présentes qu'elles étaient. Par contre, les filles se retrouvent en sciences et elles se retrouvent en majorité ou en nombre plus important que les hommes en agriculture, en sciences biologiques, en biochimie, en sciences informatiques, en sciences de l'activité physique. On retrouve plus de filles que de garçons. Quelle est la situation chez les plus jeunes? On s'est aussi intéressé aux portraits qu'on pouvait avoir des élèves au primaire et au secondaire. Et on s'est fié pour avoir ce portrait-là au test PISA et TIMSS. Vous me direz que ça vaut ce que ça vaut, qu'il y a des biais dans ces tests-là, mais c'était quand même un bon indicateur de certaines tendances. Le Québec participe au test TIMSS depuis 1995 et ça nous montre le progrès ou non de sa performance relative aux autres pays de l'OCDE. Alors qu'en 1995, les résultats de la 4e année, seuls 4 pays présentaient des scores moyens plus élevés que ceux du Québec. En 2019, ce sont 15 pays qui présentent des scores moyens plus élevés que ceux obtenus par les élèves québécois de 4e année primaire. Alors, on voit la tendance et on voit que l'écart entre le pays qui performe mieux et le Québec se creuse. Alors, on a des questions à se poser quant à l'enseignement des maths au primaire. Pour la 8e année, secondaire 1, le Québec maintient sa position avec plus ou moins 5 pays qui le devancent. Ça, on est assez stable.
Par contre, encore une fois, l'écart semble se creuser, sauf en 2019 où là, on a un petit peu remonté. Quand la performance est présentée et posée en termes de genre, en 4e année, le score moyen des garçons est toujours plus élevé que celui des filles. Par contre, pour la 8e année, secondaire 1, en 1995 et 1999, les filles au Québec performaient mieux que les garçons, mais depuis 2003, ce n'est plus le cas et l'écart entre le score moyen des garçons et des filles se creuse. Il se passe quelque chose du côté des filles en mathématiques. On le sait, mais on a les données pour l'appuyer. Pour les élèves issus de l'immigration, le test PISA 2015 montre pour le Canada. Là, on n'avait pas dans le test PISA, on n'a pas les données du Québec tout seul. On a les données du Canada, mais on peut imaginer que le Québec est à l'image du Canada. Pour le Canada, les élèves d'immigration récente ont un meilleur score en maths que les élèves canadiens de citoyenneté canadienne. Et les autres pays, la moyenne des pays de l'OCDE, c'est l'inverse. Alors, si on regarde ça, au Canada, for Canada, the students who are Canadian citizens have an average of 514. Pour l'OCDE, it's 496. The immigrant students in high school, they have on average 525, which is better than 414. And for the rest of the countries, it's 458, which is less than 496. The first generation immigrant have the highest, 527. Ces résultats en mathématiques rejoignent les travaux de d'autres chercheurs, Marie McAndrew, entre autres, de l'Université de Montréal, qui a montré que dans d'autres domaines que les maths, les élèves au primaire et au secondaire d'immigration récente performent mieux que les élèves citoyens canadiens. Ce qu'on n'a pas dans les données du BCI, c'est est-ce que ces élèves immigrants de première génération qui sont meilleurs en mathématiques se retrouvent dans les départements de mathématiques? Ça, je ne le sais pas. Et vous qui êtes dans ces départements, le sauriez mieux que moi parce qu'on n'a pas ces distinctions-là dans les données du BCI. Mais s'ils ne se retrouvent pas dans les départements de maths, alors qu'ils forment 30% des élèves au Canada, ben, ça serait intéressant de se poser des questions, de savoir comment aller chercher ces élèves qui sont forts en mathématiques, comment aller les chercher pour les amener plus loin en mathématiques. Alors, en guise de conclusion, je n'ai pas l'heure devant moi. J'imagine que je suis encore dans les temps. De façon plus large, déjà en 1955, dans le manifeste Pugwash, Russell et Einstein disaient qu'il nous fallait apprendre à penser d'une manière nouvelle. Et c'était en réaction avec la menace nucléaire qui pouvait détruire la planète. Je dirais que 66 ans plus tard, on pourrait dire la même chose, mais avec la menace climatique. D'Ambrosio, un ethnomathématicien brésilien, dit « Nous devons nous demander non pas comment améliorer les performances en éducation, mais plutôt quelle démarche prendre pour atteindre la dignité culturelle à travers l'éducation. » Et il ajoute « Je suis convaincu que les mathématiques et par conséquent l'enseignement des mathématiques peuvent être un instrument des plus efficaces pour atteindre une responsabilité sociale et culturelle ainsi que des niveaux élevés de créativité. »
Et il continue en disant « La dignité culturelle est le fondement d'une nouvelle façon de penser dont l'objectif est d'établir une civilisation planétaire. Elle ne peut être atteinte que si elle est basée sur une éthique du respect de la diversité, de la solidarité vis-à-vis des différences et de la collaboration avec les autres. » Et c'est un peu ce que j'ai essayé en travaillant avec des élèves qui nous viennent d'un peu partout, qui ont des caractéristiques différentes, et les amener à voir les mathématiques autrement, à rendre les mathématiques aimables. Alors, c'est ici que je m'arrête, et si vous avez des questions, des commentaires, ça me fera plaisir d'ouvrir la discussion. Merci beaucoup, Louise, pour ce très, très bel exposé. On a tout le temps qu'il faut pour des questions. Donc, je vous invite tous et toutes, si vous avez des questions, à soit les poser dans le chat ou bien à tout simplement prendre la parole et poser vos questions. Je pense que nous pouvons commencer avec une applause. Bien sûr, merci beaucoup. Moi, j'aurais une question, Alexandre. Oui, vas-y, Jean-Marie. Oui, pour Louise. Non, c'est quoi les échantillons, là? Ça m'agace un petit peu, là, qu'on tire des conclusions sur le niveau de connaissances mathématiques, etc. Là, c'est quoi les échantillons? C'est 100 personnes, 500, 2000? Pour quel... Bon, peut-être les derniers tableaux. Là, pour le TIMSS et PISA? Oui, déjà, PISA, c'est un petit peu embêtant. Hein? C'est pas, oui, comme je vous ai dit, on peut les remettre en question, bien que c'est des nombres importants. Hein? Okay. C'est des nombres, c'est dans les centaines et milliers d'élèves au Canada qui passent ces tests-là. C'est important. On peut se poser des questions, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, c'est analyser plus à fond le contenu mathématique qui est demandé. C'est beaucoup basé sur la résolution de problèmes. Ça pourrait correspondre à notre programme, mais alors, je parle de ces deux tests-là qui sont développés, entre autres, en Australie. Hein. C'est des équipes australiennes qui développent ces tests-là. Il faut les prendre un peu avec une réserve, mais quand on voit que ça se creuse, l'écart se creuse, que les filles, il n'y a pas de raison que les filles au Québec performent moins bien que les garçons, là, il faut se poser des questions de ce côté. C'est plus des petites sonnettes d'alarme que je voulais mettre plutôt que de dire c'est la vérité absolue. Non, mais c'est beaucoup aussi, tu sais, PISA, c'est l'élite quand même. Puis je me demande qu'est-ce qui se passe dans la masse, là, tu sais, dans des centaines de milliers de jeunes à l'école. Comment est-ce qu'ils aiment les mathématiques, tout ça? Oui. Puis on sait aussi qu'au Québec, notre niveau de numératie chez les adultes n'est pas extraordinaire. Hein? Non. On a un travail à faire de ce côté-là. Ce qui est aussi pour moi des données intéressantes, c'est les enfants d'immigration récente qui performent mieux. Ouais. Et ça, c'est vrai aussi, pas seulement en mathématiques. Alors là, il y a des choses, des questions à se poser. Puis comment les valoriser parce qu'ils se rendent peu à l'université, ces élèves d'immigration de première génération. Alors, je pense que ça soulève plus de questions que ça apporte de réponses, mais il va falloir les creuser, ces questions-là, et c'est ce qu'en avant-maths veut faire. Ouais, c'est déjà une raison de plus pour augmenter le niveau d'immigration aussi. Ah ben voilà, oui, assurément. Ben, c'est un argument de plus pour oui. Autrement dit, s'ils sont un placement sûr, ils ne sont pas un fardeau pour la société, mais plutôt un atout pour la société, on va être gagnant sur toute la ligne, là, et sur le plan culturel et sur le plan mathématique. Tout à fait. Nos données d'en avant-maths, ça c'est un rapport, mais on en a plusieurs. On va les présenter au gouvernement d'ailleurs, au ministère des Finances, de l'Emploi, mais on veut le présenter au ministère de l'Éducation aussi, parce qu'il y a des leçons à tirer de ça. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour la question. Merci pour la réponse, Louise. J'ai vu des mains levées. Marlène, est-ce que tu veux poser une question? Oui.
la diminution justement dans les résultats semble coïncider avec l'instauration de l'importante réforme de l'enseignement primaire secondaire. Cette réforme a été beaucoup critiquée. Ce que j'ai entendu aussi de nos anciens étudiants qui enseignent au cégep, on dit qu'ils ont dû baisser le niveau parce que les étudiants qui leur arrivaient étaient plus faibles. Et en tout cas, moi, je constate à l'université, dans nos cours de première année, c'est que la marche entre le cégep et l'université est devenue plus grande. Et dans nos cours de première année, on a des étudiants qui ne savent pas additionner des fractions. Oui. Oui, est-ce que c'est la réforme? Je ne sais pas, parce que les enseignants n'ont pas tout de suite mis en place cette réforme. On peut même se poser la question, est-ce qu'elle a été mise en place, cette réforme, et jusqu'à quel point? Mais on a certainement, du côté de la formation des enseignants, il faut certainement se pencher sur... et il faut regarder aussi, avec la pénurie d'enseignants, qui enseigne les maths au secondaire. Je n'ai pas les dernières données, mais il fut un temps où 80% des enseignants de maths au secondaire n'avaient pas été formés à l'enseignement des maths au secondaire. C'était souvent des professeurs d'éducation physique, parce qu'on se disait ils connaissent les maths, ils en ont fait dans leur programme. Alors ça, c'est préoccupant aussi. Puis en ce moment, avec la pénurie d'enseignants, ça ne va pas en s'améliorant. Merci beaucoup. Je vois la main levée de Gilles Brassard. Gilles, si tu veux poser une question. Oui, merci. Je veux faire allusion au tableau des différentes sciences, l'inscription féminine des différentes sciences que vous avez montré tantôt. Et j'y vois, j'ai pris une photo, donc j'ai pu regarder par la suite encore, et j'y vois que ça dit qu'en sciences informatiques, en 2018-2019, il y a plus que 50% de filles, de femmes. Moi, je suis professeur d'informatique à l'Université de Montréal depuis plus que 40 ans, et je ne peux pas imaginer qu'il y ait plus de femmes que d'hommes dans l'école d'informatique au premier cycle, à moins que l'Université de Montréal soit totalement atypique. Ce n'est pas le portrait que vous avez. Pardon? Ce n'est pas le portrait que vous avez. Pas du tout. Quand il y a 10%, on saute de joie. Bon. Dans l'école d'informatique. On va retourner aux données du BCI, puis on va poser des questions. Puis dans votre graphique, dans votre Instagram, dans les années précédentes, j'oublie qu'est-ce que c'est exactement, mais les années précédentes, il y avait beaucoup moins de femmes en pourcentage. C'est possible, mais 2018-2019, plus que 50%. C'est étonnant. C'est possible que Montréal ne soit pas typique, c'est possible, mais à ce point-là, c'est très difficile à croire. Il faudrait que je retourne dans les données séparées, puis je pourrais répondre dans quelques temps. Je vous enverrai un courriel. Merci. Merci. Donc, peut-être que ce serait intéressant, je ne sais pas si c'est possible, de s'interroger sur la méthode que le BCI utilise pour recueillir ces données aussi. Je ne sais pas si c'est du domaine public de savoir ça. Je vais m'informer. Ce n'est pas moi qui ai fait ces analyses-là, mais je vais m'informer. Je sais qu'il y avait certaines données où on ne pouvait pas distinguer, par exemple, nos étudiants canadiens et ceux qui sont d'immigration récente. Ça, c'est aggloméré. Alors, ça, c'est un bémol, là. Mais je vais retourner, je vais questionner. Merci. Je vois la main aussi d'Olivier Lafitte qui est levée. Si Olivier, tu veux poser une question, vas-y. Oui, c'est une remarque pour Louise. En France, donc comme moi je suis français et je connais mieux le système d'éducation français, en France au niveau du primaire, mes collègues en maths se désespèrent parce que la majorité des enseignants du primaire sont des personnes qui ont fui les mathématiques lors de leurs études universitaires et où ils ont en plus 24 heures de mathématiques dans l'ensemble de leur formation pour devenir enseignants. Pas plus. Donc, il y a peut-être ce désamour peut être transmis inconsciemment par des professeurs. Tout à fait. La deuxième remarque aussi pour Louise, c'est que les Français disent que le test PISA n'est pas adapté au système
d'enseignement en France qui a été beaucoup reproduit dans beaucoup d'autres pays du monde, essentiellement francophones, puisqu'il est plus résolution de problèmes qu'analytique et que l'enseignement jusqu'au niveau secondaire, c'est plutôt analytique que résolution du problème en France ou dans les pays du Maghreb ou les pays d'Afrique. Donc, est-ce que ce sont des biais qui apparaissent? Et en particulier sur les données de 30% d'étrangers au Canada, il faudrait savoir de quel système d'enseignement ils viennent au départ. Ça pourrait être intéressant de savoir si c'est corrélé, c'est-à-dire s'il y en a beaucoup plus qui viennent d'un système d'enseignement où on fait plus part à la résolution de problèmes, par exemple. Voilà, c'était les deux remarques que j'avais. Merci Louise de l'exposer. En réaction aux deux remarques, effectivement, moi, j'étais didacticienne des maths au préscolaire primaire et souvent, je donnais le premier cours de didactique des maths et souvent, les étudiantes, parce que ce sont majoritairement des femmes, n'avaient pas fait de maths depuis le secondaire 4 et avaient choisi l'enseignement parce que justement, elles n'aimaient pas les maths. Alors, ce premier cours qu'on donnait était justement de rendre les mathématiques aimables, de leur montrer que les maths, ce n'était pas l'application d'algorithmes par cœur sans comprendre et qu'en division de fractions, je retourne la deuxième à l'envers, puis je multiplie, puis j'ai la réponse sans savoir pourquoi et comment et qu'est-ce que ça voulait dire. Et c'est intéressant parce que j'ai souvent eu des réactions de filles qui devenaient très fâchées, en colère, parce qu'elles n'avaient pas appris les maths de la façon dont nous, on essayait de leur montrer ce que c'était. Et avoir su les maths que les maths, c'était autre chose et avoir compris, je ne serais peut-être pas allée en enseignement. Alors, il y avait de la colère de ce côté-là. Par contre, à l'Université de Montréal, je ne peux pas parler pour les autres universités, mais à l'Université de Montréal, en didactique des maths, ils ont 5 cours de 45 heures chacun. Et dans les 4 stages qui font plus de 800 heures au total, il y a obligation d'enseigner les maths et le superviseur de stage va les regarder enseigner les maths. Alors, il y a une formation un petit peu plus complète, je pense, pour ce qui est de l'enseignement des maths au primaire. Pour ce qui est de PISA, c'est effectivement des équipes australiennes avec une façon d'enseigner les maths qui ont développé ces tests-là. Par contre, au Québec et au Canada, on mise beaucoup sur la résolution de problèmes dès la première année primaire, même le préscolaire. Alors, on a probablement une façon un peu plus anglo-saxonne d'enseigner les maths, même au Québec en français, que française. Alors, ça peut expliquer peut-être. Merci Louise. Je vois la main de Yvan Saint-Aubin qui est levée. Yvan, si tu veux poser une question. Merci Alexandre. La plupart des questions ont porté sur la seconde partie. J'aimerais ça revenir à la première partie et votre expérience au Nunavut. Les exemples ou ne serait-ce que le vocabulaire que vous nous avez enseigné montre l'incroyable obstacle de l'enseignement. Donc, ça me fait réfléchir, est-ce que l'exemple du Nunavut est extrême dans le sens que la langue inuit est-elle, visiblement, elle cause un obstacle à l'apprentissage des maths. Est-ce que cet obstacle-là est typique des immigrants, des cultures des immigrants que nous recevons au Québec, par exemple? En plus, une deuxième question, c'est qu'on aimerait bien être respectueux des cultures, mais dans certains quartiers, on ne reçoit pas des immigrants d'un seul pays, mais de toute une panoplie de différents continents, de dizaines et de dizaines de cultures. Est-ce que le défi d'être respectueux n'est pas voué à l'échec? J'espère que non. Bon, pour revenir à l'Inuktitut et aux Inuits, effectivement, et si on se replace dans leur environnement, et c'est un système communautaire.
Hein, tout est partagé. Alors, le nombre, ils n'en avaient pas vraiment besoin. Le troupeau de caribou ne leur appartient pas. Et on chasse que ce dont on a besoin. Alors, ils n'ont pas vraiment développé le nombre. Et le nombre est en base 20, comme les Aztèques, les Mayas. Et cela rend les choses plus difficiles. Est-ce que c'est la seule culture qui est comme ça? Ben, quand je suis allée au Sénégal parler des mathématiques inuites, à la fin de ma présentation, il y a un monsieur qui s'est levé et il dit, Madame Poirier, vous venez de nous donner la clé parce que les enfants parlent Wolof à la maison et c'est en français à l'école, mais ils ont une base intermédiaire de 5 qu'ils n'avaient pas réalisée parce que on prend tellement pour acquis la base 10 et on regarde tellement les choses avec nos yeux, on est ethnocentré avec notre bagage européen que personne n'avait vraiment vu, sauf quelques anthropologues, mais qui n'avaient pas eu d'incidence sur le monde de l'éducation, que les Inuits étaient en base 20. C'est important de le savoir pour faire le pont, mais il ne faut pas les laisser dans leur base 20 parce qu'ils n'iront pas nulle part avec ça. Alors, il faut les amener. Alors, ça se voit aussi ailleurs. Peut-être pas, c'est assez extrême cet exemple-là. Par contre, je dirais que lorsqu'on a des cultures, et il y a une école secondaire, je pense que c'est l'école Saint-Luc, où il y a 152 langues différentes qui sont parlées, je vais dire que dans la perspective de la classe d'accueil, alors la classe pour enfants immigrants qui doivent apprendre le français, c'est beaucoup plus facile dans ce type d'école que dans une école où ce serait des enfants qui viennent du même pays, puis là, ils vont se parler leur langue, puis c'est très difficile. Et de montrer que chaque culture a participé à la construction des mathématiques, ben, ça nous donne autant plus d'exemples et une certaine fierté chez ces enfants qui se reconnaissent dans ce qu'on dit de cette culture et aussi de montrer que les autres cultures ont aussi participé. Je ne pense pas que ça soit une tâche impossible. Et plus on a d'exemples variés, et qui se retrouvent parce que l'esprit humain, c'est l'esprit humain, peu importe la culture, et qu'on se retrouve, que toutes les cultures ont développé le nombre, toutes les cultures ont développé l'orientation spatiale, toutes les cultures ont développé la mesure, pas toujours de la même façon, mais ont développé la mesure. Ben, je pense que ça donne aussi une certaine fierté à ces cultures qui sont parfois oubliées ou négligées. Merci. Merci Yvan et Louise Yvan pour la question, Louise pour la réponse. Je vois que François Bergeron a la main levée. Puis après, on prendra une autre question, peut-être. Je pense que tout le monde a envie de discuter plus longtemps, mais François, vas-y à ton tour. Oui, il y a 2 points qui me frappent, puis ça fait très longtemps que j'enseigne les mathématiques. J'ai vu un long déclin de l'importance des mathématiques dans la formation des futurs enseignants. Là, on en a parlé au niveau récent, mais si je remonte 30-40 ans en arrière, puis je regarde l'évolution, je vois un long déclin comme ça. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à quelle est la corrélation entre ça et sur une même période, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'intérêt des jeunes à choisir les mathématiques. Alors ça, c'est un des aspects ça a été soulevé là, un peu avant, là, mais je veux aller dans ce sens-là puis insister. Et puis l'autre qui m'a frappé, moi, c'est quand on parlait de la différence, je vais pas le dire peut-être de la bonne façon, mais entre les maths scolaires puis les maths de la vie réelle, on peut peut-être penser à la même chose pour la physique. Il y a des expériences charmantes qui ont été faites entre les gens qui ont une façon de réfléchir à la physique scolaire, puis quand ils arrivent dans la vraie vie, ben en fait, ils ont des accidents, puis ils ont toutes sortes de choses qui leur arrivent parce qu'ils utilisent une physique qui n'est pas la bonne, mais qui croient être la bonne. Alors, dans cette dissociation entre ce qui est scolaire et pas scolaire, c'est important des choses comme ça. Puis là, vous aviez donné un exemple plutôt de division de fractions. Moi, j'aime bien la multiplication de nombres négatifs.
Oui. Comment c'est enseigné, c'est imposé comme une règle. Effectivement. Et donc, il n'y a pas de réflexion derrière. Alors, je peux très bien comprendre un jeune brillant qui se dit, mais non, ça ne marche pas. On ne m'explique pas les choses. Je décroche des mathématiques parce que je trouve que c'est mal présenté. Voilà. Oui, ben, effectivement, ces deux mondes-là qui cohabitent, le monde de la vie de tous les jours et le monde plus scolaire, cet écart-là est important et c'est à l'école d'aller chercher le côté de la vie de tous les jours et de faire ce pont. C'est particulièrement vrai pour les enfants immigrants. Je pense que ce n'est pas qu'à eux à faire ce pas vers les mathématiques scolaires, c'est à nous aussi à aller les chercher. De la même façon pour les élèves plus en difficulté d'apprentissage. On est capable d'aller les chercher, mais encore faut-il avoir la volonté de le faire. Et effectivement, il y a eu des études, des travaux intéressants d'ICESA qui s'appellent sur les P-prims, les perceptions primitives, où ils montraient que dans la vie de tous les jours, des étudiants en physique raisonnaient d'une façon, puis arrivaient dans la vie universitaire, raisonnaient d'une autre façon, et l'écart était important. Bien, là aussi, il faut peut-être connaître ce raisonnement informel pour pouvoir s'assurer que le raisonnement formel va s'appuyer sur de bonnes bases, parce que c'est le raisonnement informel, tout comme c'est les premiers apprentissages que l'on fait qui ressortent en situation stressante ou inhabituelle. Alors, c'est peut-être pas ça que les physiciens aimeraient voir ressortir de façon spontanée. Et puis, pour ce qui est de l'enseignement de la règle des signes, moi, il y a une petite au primaire qui m'avait dit « Ah oui, moins, moins, ça fait plus, parce que moins, moins, ça fait plus. » C'est joli, mais je ne peux pas rentrer dans l'exemple, mais on a une façon avec une montgolfière de montrer la règle des signes et pourquoi on a un signe d'action et un signe qui qualifie et pourquoi moins moins peut donner plus, ça donne plus. Et ce n'est pas, pas ce changement. Merci. Je propose qu'on prenne une dernière question. Je vois quelqu'un qui a la main levée que je ne connais pas. Alors, je vois que le nom, c'est Oubenel. Est-ce que vous avez une question à nous poser? Bonjour. Bonjour Louise. Bonjour Louise. Je pense que tu devrais fêter 2 anniversaires dorénavant, septembre et aussi novembre. Alors, je ferai comme certains intervenants, je reviendrai davantage à la première partie. Je vais interrompre Léla. Léla travaille avec nous en avant-maths et elle a travaillé entre autres sur les données du BCI. Alors Léla, tu as dû entendre les questions, on va creuser les choses. Ah oui, oui, oui. On peut répondre à un ensemble de... Et d'ailleurs, je souriais, mais j'étais masquée par la caméra, parce qu'effectivement, dans certaines représentations, c'est le cumul de l'ensemble des inscrits, y compris le bac, le 2e cycle, le 3e cycle, et on n'a pas besoin de faire vraiment d'analyse, il faudrait juste circuler dans certains pavillons, là, à Polytechnique, pour se rendre compte que très souvent, la majorité des étudiants qui sont aux études supérieures sont d'origine étrangère. Donc, il faudrait juste nuancer au niveau de certains histogrammes. Il y avait des notes de bas de page qui précisaient que très souvent, on avait un manque d'informations qui faisait que la représentation graphique pourrait un petit peu induire en erreur au niveau de la lecture. Mais on en reparlera et puis on en verra aussi, comme l'a
la rencontre est enregistrée, un petit peu toutes les réponses avec les notifications de bas de page qui étaient dans le rapport. Mais je reviendrai à la première partie parce que c'est fascinant et parce que moi aussi, je suis d'origine autochtone, mais pas de l'Amérique du Nord, mais africaine, nord-africaine. Et donc, je suis toujours sensible un petit peu à toutes ces nuances qu'on a au niveau du jugement et de l'examen de la mesure de certaines compétences. Alors, la question que je te poserai, Louise, parce que je t'écoutais, bien sûr, attentivement, parce qu'on a travaillé quand même ensemble depuis plusieurs années, c'est que, par exemple, à Montréal, il suffit, par exemple, de faire les couloirs ou les pavillons de Polytechnique. Et là, c'est vraiment super, ça me fait chaud au cœur de voir je dirais pas des slogans, mais dire le génie amérindien. C'est-à-dire, le génie amérindien, très souvent, il s'illustre par les objets qu'ils ont créés. C'est-à-dire, c'est une production. Et si on voit un petit peu toutes les tendances qu'on a au niveau de l'ensemble des tests, l'évolution des tests, parce que tout à l'heure, je voulais répondre à Olivier, parce que les tests sur lesquels repose un petit peu l'évaluation, ils sont très dynamiques. De plus en plus, on comprend que les mathématiques, ce n'est pas juste un ensemble de connaissances, de comportements, etc., mais plutôt de compétences et qu'il faudrait... Et plus ces cadres de référence évoluent, et puis il y a un raffinement au réajustement au niveau des mesures et évaluations. Alors, la question que je te pose, Louise, parce qu'on a toujours un petit peu cette tendance à vouloir résoudre des problématiques en partant d'une problématique. Et donc, on est dans l'impasse. C'est-à-dire, et là, je reviens un petit peu, je pense que c'est Saint-Aubin qui a souligné ce problème de langage. Quand on a un obstacle avec langage, le langage, c'est aussi, il est culturel. Est-ce que ça serait pour vous, c'est-à-dire si vous aviez à revivre un petit peu l'expérience avec les gens du Nord, c'est-à-dire au lieu de buter sur un problème qui était de syntaxe, de coordination, de fonctionnalité et du langage par rapport à une population qui est quand même, elle devrait être super intelligente pour pouvoir survivre dans un environnement aussi rude, de dire si on partait des objets qu'ils ont créés, parce que la production quand même, c'est la plus... en termes de compétences, c'est là où on peut pas juste inférer, mais vraiment la démonstration d'une compétence. C'est quand on produit quelque chose qui est fonctionnel en fonction de son utilité. Alors, si on partait des productions, je dirais, des peuples autochtones, est-ce qu'il y aurait d'autres perspectives pédagogiques? Parce que si on est capable de créer des objets de navigation qui ont super sophistiqués puisqu'ils ont été réappropriés par un ensemble d'industries à travers le monde et qu'on peut remarquer ça même au niveau des habits, Louise, au niveau du design des habits. Les modèles les plus chers ici à Montréal, que je connais très bien, ça fait 30 ans que je vis, c'est des modèles qui nous viennent des gens, comment ils ont compris comment bâtir un manteau, des manteaux, etc., comment se protéger des vents. Est-ce que ça serait une pédagogie, une exploration, une piste de partir des objets qui ont été créés par des communautés et faire le retour, c'est-à-dire au lieu de faire le conceptuel et de le normaliser, de le standardiser, de le transformer en termes de pédagogie, partir de leur création des objets concrets, et donc là on contourne un petit peu l'abstraction qui est très difficile, qui n'est facile et accessible que pour les grands mathématiciens, Louise. L'abstraction, c'est le plus haut niveau intellectuel et métacognitif. Est-ce que vous pensez que ça serait une alternative? Bien, ça se fait déjà. On a des collègues qui travaillent maintenant à partir d'objets qu'ils retrouvent. Ils font des fouilles archéologiques et c'est surtout du côté de la science qui vont refaire ce chemin-là. Moi, j'ai pris des légendes inuites pour introduire des concepts mathématiques. Alors, on partait de leur forme de pensée. De la même façon, quand je travaillais avec des enseignantes inuites et des conseillères pédagogiques du Grand Nord, j'avais remarqué qu'ils ont une pensée plus circulaire. On n'a qu'à penser à leur calendrier. Et je leur ai fait un schéma de la résolution de problèmes qui est souvent montré de manière linéaire et je l'ai fait circulaire. Et là, ils m'ont dit,
Mais on fait ça tout le temps dans notre vie de tous les jours, ce genre de pensée. Il n'y a que les hommes politiques qui ne font pas ça, qui sautent d'une étape à l'autre, mais c'était à la blague. Mais oui, partir de leurs pensées, partir de leurs objets, mais ça se fait. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Moi, j'ai arrêté ce travail il y a déjà plusieurs années. Il y a plein de choses que j'aurais aimé faire. Entre autres, m'asseoir avec des femmes puis voir comment elles faisaient les parkas, les manteaux, en prenant qu'une seule mesure. C'était la base de la nuque. Et 2 semaines après, on a un manteau qui nous fait à la perfection. Alors, comment elles le font, mais elles ne le mathématisent pas. Et c'est là que devient intéressant. Et en secondaire, par exemple, à l'école secondaire, ce serait de travailler à mathématiser ces gestes-là pour s'en aller vers ce que tu disais, l'abstraction. Mais je ne me suis pas rendue jusque-là, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé. J'aurais aimé aller à la chasse, pas parce que j'aime la chasse, mais pour voir comment les gens s'orientent dans l'espace, puis ensuite travailler les mathématiques en tirant de ça. Merci beaucoup, Louise. Merci beaucoup à tout le monde pour votre présence. La quantité de questions puis l'enthousiasme montrent que c'était une bonne idée de t'inviter, Louise. Merci d'avoir accepté notre invitation en terrain peu connu, probablement, chez Colloque de mathématiques. Effectivement, c'est une première. Alors, je remercie tout le monde et je vous souhaite tous une excellente soirée puis un excellent week-end. Et félicitations encore, Louise. J'espère que la suite des projets sera tout aussi fructueuse. Bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde.